Yes or No, c'est un opérateur de paris en ligne. C'est un jeu, avant tout. Celui qui a joué 10 euros, il gagnera 5 fois plus que celui qui a joué 2 euros. L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Gilles Fingold, qui est le dirigeant de Yes or No. Bonjour Gilles. Salut. On est ravis de t'avoir, une très belle casquette. Yes or No d'ailleurs, la casquette, je crois. Exactement. Forcément. Exactement. Alors avant d'arriver à Yes or No, un peu ton parcours. Pour résumer, effectivement, c'est de l'entrepreneuriat depuis un peu plus de 25 ans. Quand je suis sorti d'école de commerce, je suis d'abord parti à Londres, attiré par les sirènes de la finance et des salles de marché. J'en suis revenu assez rapidement pour co-créer une première entreprise très disruptive, puisqu'il s'agissait du premier energy drink en France, avant même que Red Bull soit autorisé sur le marché français. Ça a plutôt pas mal marché. On a été cédé après 2 ans à un grand de l'alimentaire. Et ensuite, j'ai continué dans l'entrepreneuriat, toujours très original, toujours disruptif. Donc ça a été la création d'un réseau social, des immeubles en 2007, de centres médicaux pluridisciplinaires qui sont tout automatisés. Donc c'est assez innovant aussi. Ça a été une société de services informatiques pour les PME, pour faire du service informatique en temps partagé. Ça aussi, ça n'existait pas. Et ensuite, j'ai commencé à financer des projets innovants également en tant que business angel et créer mon nouveau projet qui s'appelle Yes or No, qui a été créé il y a quelques années et dont on est en train de voir un premier aboutissement. Donc tu es vraiment serial entrepreneur. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est la diversité et être content de me réveiller le matin en me disant qu'il y a des nouveaux challenges qui se présentent à moi, des difficultés à surmener, souvent besoin de beaucoup de courage, beaucoup de résilience. On s'entoure forcément de talents qui sont différents parce qu'il faut vouloir y aller. Quand tout s'oppose à notre succès, il faut se battre. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Je ne sais pas trop d'où ça me vient, mais la notion de salariat ou société plus classique ne me parlait pas du tout. Et donc, j'ai suivi cette voie depuis 25 ans, effectivement. Alors ça amène à Yes or No, qui est un peu ton nouveau pari, c'est le cas de le dire. Comment tu y es arrivé et comment tu peux déjà le définir, ce projet Yes or No ? Alors, Yes or No, déjà, c'est effectivement un opérateur de paris en ligne, puisqu'on vient d'obtenir notre agrément officiel de l'Autorité nationale des jeux qui dépend du ministère des Finances et de l'Intérieur. C'est un agrément qui est, pour ainsi dire, jamais donné. Il y avait une dizaine d'opérateurs jusqu'à présent qui ont obtenu leur agrément depuis 2010, depuis qu'une loi existe pour encadrer ce marché. Et depuis, personne n'avait réussi à l'obtenir, encore moins une start-up. Donc c'est un vrai exploit. Comment j'y suis arrivé ? Certainement pas en pensant au pari, parce que moi, je ne suis pas parieur, je suis joueur avant tout. J'aime m'amuser avec les autres, me challenger, j'ai déjà employé ce terme. Et ce que l'on veut faire aujourd'hui, c'est justement être à l'opposé des plateformes de paris traditionnelles. Alors d'où vient cette idée ? C'est tout simplement qu'un jour, je regardais The Voice avec mes enfants. Ça ne m'intéressait pas plus que ça, qui allait se retourner, qui allait voter ou je ne sais quoi. Et à un moment donné, j'ai sorti un tableau Excel parce qu'on se disait, tiens, qui va gagner, etc. On a commencé à s'accorder des points. À la fin de la soirée, finalement, ça ressemble à des paris. Et puis, il y avait eu un vainqueur. On s'était vraiment bien amusé. Le lendemain, j'en parlais à des copains. Tout le monde faisait plus ou moins la même chose. Donc, finalement, tout le monde pariait entre amis. Ça, c'est assez classique. Il y a plus de 50% des Français qui aiment parier pour s'amuser. Et là, j'ai lancé une première version d'Yes or No qui était gratuite pour parier sur tout et n'importe quoi. Ça a très bien pris. Il y a eu plusieurs dizaines de millions de paris joués, donc c'était vraiment bien. J'ai fait une première petite levée de fonds avec des business angels de mon réseau. Et TikTok est arrivé et a commencé à prendre le marché des réseaux sociaux en parallèle de ce qui existait déjà. Et là, on s'est dit que ce serait compliqué pour nous parce qu'on était une sorte de réseau social du pari. Finalement, ça a démarré en 2019, le projet. 2019. Donc ça, c'est 2020, au moment du Covid, quand TikTok est arrivé à percer en France. Okay. Et à partir de là, je me suis dit qu'il fallait retourner vers l'argent, mais autrement. La France me faisait peur. Cet agrément me semblait complètement impossible puisque personne ne l'avait jamais obtenu. Et donc, on a commencé à travailler sur un agrément à l'étranger en faisant une levée de fonds en crypto-monnaie qui, en fait, se traduit en euros sur ton compte. Donc, rien de particulier. Mais on a créé notre propre crypto qui devait nous permettre de jouer en crypto et dans d'autres monnaies étrangères depuis d'autres pays que la France. On a obtenu une licence, on aurait pu se lancer, mais en même temps, comme on avait fait une belle levée en crypto, on s'est dit qu'on allait quand même tenter le marché français. Donc, on s'est lancé sur le sujet du légal en 2021. Ouais. Et
fin d'année 2023, on a la chance, qu'on provoque un peu, de rencontrer la présidente de l'autorité. C'était un moment où on avait beaucoup de mal avec leur organisation et avec tout ce qu'on a pu faire. On avait déjà dépensé des sommes folles. On la rencontre, on lui explique qu'on commence à ne plus y croire, que ça nous semble vraiment impossible. Et notre positionnement l'intéressait énormément. Le positionnement du pari récréatif, finalement, avec des toutes petites mises, donc une notion de pari responsable, avec une présentation qui n'a rien à voir avec ce que font les autres. Si tu vas sur une plateforme de paris en ligne, tu vas avoir une sorte de tableau Excel avec des équipes d'un côté, de l'autre, des cotes. C'est très difficile de comprendre, de l'appréhender. Et pourtant, il y a 4 millions de joueurs quand même en France. Et nous, on a pris le sujet à l'envers et on s'est dit sur quoi tu auras envie de parier. Les paris sont tous les mêmes. Il faut savoir que c'est codifié par l'autorité. On n'a pas le droit de faire autre chose que les autres. Par contre, là où Betclic, Winamax et autres vont faire 100 paris sur un match, on peut dire, nous, qu'on va en faire que 2. On va prendre que 2 paris qu'on considère plus originaux, qui sortent de la masse. Et au lieu de les présenter sur une sorte de tableau Excel, comme je disais, on va les présenter en vidéo par des créateurs de contenu. Donc ce sont des gens avec qui tu as des affinités qui vont te présenter les paris en présentant un peu le contexte et en proposant le pari. Un mix finalement entre TikTok pour le côté vidéo et Tinder, parce qu'il y a seulement 2 possibilités de jouer, c'est yes ou no. Tu swipes si tu veux choisir le yes ou le no. Et au même titre qu'on ne propose pas de cote, ce qui fait que tu joues juste pour t'amuser. Et la cote, elle se crée, les calculs se créent dynamiquement. C'est-à-dire qu'à la fin du pari, une fois qu'on connaît le résultat, chez nous, le département éditorial va l'enregistrer. Et à partir de là, on va regarder, comptabiliser les mises perdues. Et on va prendre ces mises perdues qu'on va distribuer d'une part à l'État et à tous ceux à qui on doit des redevances. Nous, on va prendre une petite commission et le reste, on va le distribuer aux vainqueurs, au prorata de ce qu'ils ont joué. Donc, celui qui a joué 10 €, il gagnera 5 fois plus que celui qui a joué 2 €. Ce qui fait que, finalement, les joueurs ne jouent pas contre la plateforme, parce qu'on sait que quand on joue contre une plateforme, c'est comme au casino, on perd toujours. De toute façon, la plateforme, elle fait en sorte que les cotes, etc., soient à son avantage. Chez nous, tu joues contre les autres joueurs. D'accord. Et ça change tout. Et c'est ensuite, une vraie compétition, quoi. c'est une vraie compétition avec des classements, avec la possibilité de commenter en live, plein de choses très très sympas. Donc ça ressemble vraiment à un jeu, à du réseau social. Et tu ne peux jouer que de 2 à 20 €. Et maximum 500 € par semaine. Alors tu peux me dire 500 € c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais on a des systèmes d'avertissement, etc. Et par rapport à d'autres services de paris, ça reste plus mesuré, quoi. C'est d'autant plus mesuré qu'il n'y a pas une seule plateforme de paris en ligne qui limite sur les plateformes que tu connais les montants en jeu. Chez nous, 500 €, tu es limité, c'est terminé. D'où le côté responsable. D'où le côté responsable. Et d'aller vers quelque chose finalement de plus ludique, un peu plus récréatif. Ça ressemble plus à un loisir culturel finalement qu'on pourrait retrouver. Et alors dans les disciplines, donc le sport reste la discipline phare ou tu peux avoir d'autres styles de questions en fait? Alors en France, tu es obligé de proposer des paris sportifs sur certains sports et certains types de paris. Tout est parfaitement codifié, normé, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ce sera à l'étranger qu'on pourra éventuellement faire autre chose, mais là, c'est que du sport. Donc on les lance les uns après les autres, tranquillement, en fonction des créateurs avec qui on va collaborer, en fonction de la taille du marché aussi. Mais là où on se dit, par exemple, que le foot est normalement le sport sur lequel on parie le plus, eh bien, on va le considérer un peu comme tel, mais on va aussi dire que chez nous, le tennis de table, par exemple, on va proposer des paris dessus parce qu'on a le droit de le Surtout faire. avec les frères qui ont émergé. Exactement. Donc, lors des JO. Voilà, on considère que c'est un sujet qui est sociétal, finalement. Et c'est plus quelles sont les disciplines où il y a les plus d'enjeux joués. Parce que sinon, on ne viserait que les parieurs traditionnels. Donc tu vas pouvoir ouvrir sur de l'inédit, sur des disciplines un peu moins médiatisées, mais qui vont intéresser aussi les gens. Et qui vont intéresser le grand public. Donc là, typiquement, du 15 au 30 octobre, il y aura eu des paris sur le tennis de table, parce qu'il y a un très grand tournoi comme le Masters de tennis, il y a un championnat d'Europe. On va aussi lancer des paris là très très vite sur la voile, parce qu'il y a la Coupe de l'América, et en considérant que c'est en fait un sujet d'actualité qui peut donc te concerner en tant que loisir, tu le disais, et comme si tu jouais à un ticket à gratter, finalement. Tu mets 2 € sur la voile parce que tu as entendu aux infos qu'il y avait la finale entre les États-Unis et je ne sais qui, et cette régate, c'est le bateau américain qui va le gagner. Et c'est tout. Et tu n'as pas besoin d'être un expert sportif, tu n'as pas besoin de comprendre combien tu vas gagner, combien tu dois jouer. On veut que ce soit ton ticket à gratter du quotidien, comme avant tu jouais à Candy Crush dans le métro. D'accord. Tu sortiras ton appli de
paris récréatifs. Tu vas pas aller sur la politique, parce que le sujet là, c'est qui va gagner les US. Nous, on peut pas le faire en France, c'est toujours pareil. Tu peux pas le faire. Mais sur l'étranger, tu as plus de liberté sur les thématiques, c'est Alors, ça ? sur l'étranger, en fonction des pays, oui, tu as plus de liberté, également sur les monnaies que tu peux utiliser pour jouer. Mais dans la plupart des pays dits un peu sérieux, on a aussi besoin d'une licence en tant qu'opérateur de jeu. Donc, on ne pourra proposer des paris originaux comme ceux que tu viens d'évoquer seulement lorsqu'on ira dans tel ou tel pays et qu'on aura obtenu également notre licence, sachant que pour nous, ça devrait être quand même bien plus facile que là, parce que maintenant, on a quand même tout compris, quand bien même ce soit un peu différent d'un pays à un autre, on va être, ce sera beaucoup plus simple. On a déjà beaucoup d'assets, beaucoup de documentation, éventuellement à traduire et à aménager par rapport aux exigences locales, mais je pense que chaque nouveau pays, on devrait pouvoir l'ouvrir entre 3 et 6 mois, là où on a mis près de 3 ans pour la France. Donc tu t'attaques à un marché du pari sportif qui est quand même assez structuré. Tu as déjà mentionné d'autres acteurs du marché. Qu'est-ce qui te frappe toi sur ce marché et surtout les publics que tu vas aller chercher sont des publics un peu plus jeunes? Oui, alors nous on va viser plutôt les 18-35 ans. On va viser également les femmes. Dans l'idée, je reprends toujours le terme, que c'est un jeu avant tout. On considère, sachant qu'il y a à peu près 4 millions de joueurs en France, en tout cas 4 millions de comptes ouverts chez les autres opérateurs de jeux, qu'il y a sans doute entre 10 et 20% de ces joueurs qui sont susceptibles d'être concernés par nous parce que les plateformes ne leur plaisent pas réellement, mais ils n'avaient pas trop de choix, ou parce qu'ils peuvent avoir envie de jouer sur une autre plateforme. Donc pourquoi pas ? Et donc là, je pense qu'il y a entre 400 000 et 1 million de joueurs qui pourraient nous concerner, s'intéresser à notre sujet. Et ensuite, il y a tous ceux qui n'ont jamais parié en ligne, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de s'inscrire sur ce genre de plateforme. Ça ne leur parle pas, la communication ne leur parle pas, le design du site ne leur parle pas. Et si tu vas sur le nôtre, tu vas avoir une direction artistique qui n'a absolument rien à voir avec de l'iconographie partout. C'est très coloré, c'est très sûr. Très fun, des étoiles. Voilà. Oui, il y a un côté entertainment, un peu comme sur ta casquette d'ailleurs. Et c'est vrai que l'actualité, c'est cette campagne d'acquisition. D'ailleurs, qu'on a préparé ensemble, notamment avec MyGMini, sur l'aspect créateur de contenu. C'est très intéressant que finalement, très tôt, tu t'es positionné sur ce côté créateur de contenu. D'ailleurs, tu avais fait commenter les JO. Peut-être on peut en parler un peu. Mais voilà, pour toi, ce projet, il est un peu indissociable, j'ai l'impression, d'une influence digitale et d'utiliser ces créateurs de contenu dans la manière de raconter cette histoire. Et donc, on a une petite campagne décalée qui va sortir prochainement. Ouais, que ce soit par des créateurs de contenu ou des capsules de com digitales, on veut vraiment être très décalé. Un message qui sera toujours simple. Notre baseline pour cette campagne, ça va être à 2 € d'une bonne journée, parce que c'est vraiment ça. Tu mets tes 2 €, puis tu as une notif à un moment donné. Si tu gagnes, tu es content, ça illumine un petit peu ta journée. Tu auras gagné 1 €, 5 €, peu importe. En tout cas, ton ego en a pris un coup, donc c'est sympa. Et oui, on considère qu'on est beaucoup plus sur cette approche original aujourd'hui que plus traditionnel, tel que ça pourrait être le cas sur des abribus, des 4x3. Ça ne nous parle pas du tout. Et donc, tu as une approche très digitale, centrique et très social media pour amener une innovation dans aussi tout le marketing, finalement. Complètement, voilà. Ça va être ça, comme ça va être la notion de viralité sur l'application. On va proposer aux gens de partager leur app préférée maintenant pour qu'ils fassent venir des copains. S'ils partagent l'app et que si je t'invite et que toi tu t'inscris, que tu joues, moi je vais avoir des diamants qui me sont offerts, qui me font monter dans des classements, et on a un classement mensuel qui récompense les joueurs avec des cadeaux qui peuvent être soit des goodies, genre casquette personnalisée, je sais pas si on voit, je sais pas où c'est. Gilou. Avec Gilou, voilà, ça c'est moi. Ça peut être des suites, mais ça peut être un cadeau à la mode du moment, du type PlayStation, ou ça peut être ce qu'on appelle les money can buy. Tu vois, il y a une compétition. Ça peut être des cadeaux aussi dans les anniversaires. Ça peut aussi s'offrir, ce que tout ton offre. Complètement, ça peut complètement s'offrir. Et voilà, et tu peux offrir. On a le tournoi de Bercy par exemple de tennis. On pourrait très bien offrir comme cadeau du mois 2 places pour la finale, ce genre de choses, ou une rencontre avec un joueur. C'est vraiment ça l'esprit. Là où les autres, je compare, mais tout le monde a son propre positionnement, donc il n'y a rien de critique là-dedans, vont se battre plutôt pour dire si tu invites un copain ou si tu t'inscris, je te donne 100 €, tu joues 100 €, et puis l'autre il va dire tu joues, je te donne 120 €, et l'autre il va dire je te donne 150 €. C'est pas du tout notre truc. Si on pouvait ne pas parler d'argent chez nous, ça nous irait. C'est pour ça qu'on fait des sommes, des enjeux minimum qui nous permettent de vivre, qui te permettent de t'amuser, mais qui ne doivent pas être au cœur de notre stratégie, de notre approche et de notre communication. C'est pas ça notre sujet.
Et une ou deux marques qui t'inspirent justement sur toute cette communication un peu irrévérencieuse et tout ça, par rapport à Yes or No, là où tu as envie de l'amener dans le style, la tonalité. Ouais, ça peut être, alors c'est pas du tout le même domaine, mais ça peut être un Blablacar, c'était pareil, assez coloré, ça peut être un Too Good To Go, voilà, arrêtez de gâcher dans votre commerce et vendez moins cher, faites plaisir à des gens. D'accord. Bon, voilà, ça va nourrir pour moins cher, tout le monde est content, le commerçant, le client. Côté collectif, participatif voilà, c'est tout. Et bon enfant. Ouais. Alors, on arrive dans la dernière partie du podcast. Alors ça, c'est la question que je pose traditionnellement aux invités. C'est plus tes goûts en matière de création. Donc ça peut être une série, un film, un gaming. Écoute, pourquoi pas série. J'ai découvert 20 ans plus tard qu'elle n'est sortie la série 24 heures. Oui. Que c'était un peu tard, mais j'ai découvert il y a 3-4 ans. Ça va, t'as pas dit Friends. Ouais, j'ai pas dit Friends, ça c'est ma femme. Mais non, mais j'ai adoré la manière dont c'était fait, la tension que ça menait, et c'est une série qui m'a tenu parfois jusqu'à 3 heures du matin parce que j'arrivais pas à décrocher. Donc cette façon de réaliser, je pense, la série et de la faire évoluer, comment on se sent en immersion à l'intérieur, me parle, parce que c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire aussi avec mon application, que tu te sentes bien, que tu aies envie de revenir, que tu sois surpris. Également, parfois, on va avoir, par exemple, des guest stars qui vont venir présenter des paris. Tout d'un coup, tu vas voir... je peux pas trop citer de noms, mais des personnes qui vont venir présenter un pari et tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi. D'accord. Il va y avoir des surprises. Il va y avoir des surprises. Ouais. Voilà, petit teasing. Et le dernier question qui boucle un peu avec tout cette interview autour de ton parcours entrepreneurial, tu l'as dit au départ, c'est une passion, tu le portes. Il y a aussi, il faut tenir son cap, comme on dit. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre, toi, à la jeune génération qui lance des entreprises avec un peu ta bouteille maintenant d'avoir vécu ce chemin? D'abord, l'envie d'avancer, le fait qu'il y a toujours des difficultés, penser que les choses sont simples, je n'y crois pas du tout. La nécessité de structurer aussi, structurer même la simplicité, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de méthodes qui te permettent d'avancer plus vite, via le digital, trouver des membres, etc. Mais si derrière, tu ne structures pas ton succès par... le SAV, les évolutions diverses et variées, ton organisation interne, ton business model, en fait, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Et ça, c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui avec des gens qui sont super contents de faire un lancement qui est canon. Et puis 3 semaines après, en fait, les serveurs tiennent pas, ils savent plus quoi faire, ils ont des problèmes de RH. Donc moi, j'essaie maintenant de faire très attention à ça parce que je suis tombé là-dedans aussi dans ces sujets, dans ces problèmes où l'ego est assez flatté. Tu as l'impression de réussir quelque chose de très fort. Et puis en fait, après, tu es pris de court. Et là, typiquement, sur ce lancement, on le fait très progressivement. Le plus gros asset, c'est notre agrément qu'on a obtenu. Il est fait pour durer. Et donc, on n'est pas obligé de réussir et d'avoir 10 000 membres la première semaine. On va y aller très progressivement. Là, on en a quelques centaines. Après, ça va être quelques milliers. On va accélérer sur les campagnes. Je disais tout à l'heure qu'il y aurait des surprises avec des invités spéciaux, etc. On ne va pas les faire venir tout de suite. On n'a pas besoin d'impressionner les 6 000 premiers joueurs. Par contre, une fois qu'on aura progressé, on le fera et ça nous permettra de communiquer de manière encore plus importante sur les réseaux qui seront déjà bien alimentés et il y aura une progression qui apparaîtra comme légitime pour tout le monde. Donc, il faut faire attention je pense, à ne pas essayer, aller trop vite, pas chercher à faire plaisir à je ne sais qui, parce qu'au final, ça marche pas. Typiquement, on va aussi avoir besoin de refinancer notre entreprise. Pourtant, là, on n'a aucun souci. Mais je sais que si on veut accélérer tout en faisant du chiffre d'affaires, parce qu'on en fait là déjà, depuis qu'on a lancé, si on veut passer une étape supérieure, on va avoir besoin d'un prochain tour de financement et ce sera le dernier. Parce qu'après, on sera vraiment en autofinancement. À chaque fois qu'il y a un pari qui est lancé, en fait, on gagne de l'argent. Donc, on n'aura pas de souci, mais il faut les démultiplier, les paris. Typiquement, il est inintéressant pour moi d'avoir 1 million de joueurs aujourd'hui. Si je rencontre des investisseurs tels que moi, finalement, je vais te dire et quand est-ce que tu as ton 2e million de joueurs? Et si tu ne l'as pas demain, j'investis pas. Et ça n'a aucun sens, en fait. Ce que moi, je veux prouver, c'est qu'on a des assets qui sont très sérieux, qu'on a une progression qui est linéaire, qui va se poursuivre. Et finalement, quand on parie sur l'avenir, on en a déjà une bonne idée parce qu'on a vu cette progression régulière et qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Donc, moins besoin de réfléchir, de se poser des questions sur l'équipe, le fondateur, est-ce qu'il nous raconte des histoires, est-ce que c'est vrai ? Mon parcours, il sera clair. D'ailleurs, là, on a fait une petite levée de fonds en plein été. Elle s'est faite en 2 mois. Normalement, il n'y a jamais une levée qui se fait en moins de 3-4 mois. Là, c'était en plein été parce que les gens nous ont fait confiance. On leur avait dit, si on a notre agrément, on fait une levée de fonds, ça va se faire très vite. Si vous voulez participer, il va falloir y aller rapidement. On a eu voilà, beaucoup de demandes, plus de 5 millions de demandes. Finalement, on voulait restreindre, on n'a fait qu'1 million de levées, mais ça a été très vite. Génial. Et voilà, donc on sent la construction et le marathon, c'est un peu la leçon pour la jeune génération que tu transmets là-dessus. C'est un marathon. Merci beaucoup Gilles, c'était un plaisir de t'avoir pour ce podcast. Merci à toi.